de la sécurité intérieure. Il s'agit d'André Alain Atundu qui a accepté. J'étais responsable de la sécurité extérieure. Merci, chargé de la sécurité extérieure sous l'époque du maréchal Mobutu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour animer cette émission, je ne suis pas seul. Je me suis fait accompagner de Valérie Sandra Anaziela. Merci de faire notre compagnie. André Alain Atundu, vous êtes un homme expérimenté. Vous avez travaillé en tant que diplomate à Kigali au Rwanda. Je l'ai dit tantôt, dans les années 87. Et vous suivez l'actualité telle qu'elle se déroule aujourd'hui, les tensions qui persistent entre le Rwanda et la RDC. Première question, pourquoi toutes les guerres que la RDC connaît partent toujours du Grand Kivu, de l'est du pays? J'ai fait allusion ici au Grand Kivu et même à l'Ituri. Parce que c'est une région à conflit. Depuis 1958, lorsqu'il y a eu la révolution sociale au Rwanda, où les Tutsis ont été chassés de ce pays, et que le Congo, dans un élan panafricaniste, les a accueillis, eh bien, le problème existe toujours. Les Tutsis ont été chassés, les Tutsis chassent les Hutus, le problème n'est pas résolu et n'est pas fini. D'où la nécessité de concevoir, de mener une réflexion profonde sur la nature des relations qui doivent caractériser d'abord les Hutus et les Tutsis. Parce que ce sont des répercussions de leur rapport sur notre comportement. Comment ce pays, le Rwanda, est géré par rapport à cette problématique? De l'autre côté, comment le Burundi est géré? Alors, c'est dans ce contexte que survient ce conflit armé qui a élu domicile dans notre pays pratiquement depuis 30 ans. Ça fait plus de 20 ans, depuis 30 ans, c'est quand même beaucoup. Parce que, en réalité, ce conflit, disons, cette atmosphère de conflit et de méfiance est arrivée dans les années 90. Avec le vent de la démocratisation, lorsque il y a eu des mouvements ici contre le Rwandais. Il faut chasser les Rwandais. Souvenez-vous, les étudiants avaient marché, il faut chasser les Rwandais, etc. Dans les années 90. Avec le vent de la démocratisation. Alors, avec ce mouvement qui a sémé la panique parmi les populations Tutsis du Congo, cette population s'est réfugiée chez le Rwandais. C'est leur origine ethnique, ethnologique. Ils ont donc préféré se référer à cette nationalité ethnologique parce qu'ils se sentaient plus sécurisés là-bas qu'ici. C'est ainsi qu'à l'époque, tous les responsables Tutsis avaient quitté les postes de responsabilité pour alimenter le FPR, soit en humain, soit en finance, soit en technique. Mais comment expliquer justement, peut-être avant que Valérie Sandra vous pose sa question, parce que je vois ça va bouillonner, mais comment expliquer les conflits ethniques, les conflits des deux tribus du Rwanda et aujourd'hui une incidence sur la vie politique en RDC? Mais je vous explique. Allez-y. En 1958, les Hutus ont mené une révolution dite sociale. On ne va pas entrer dans les détails parce que ce ne sont pas vraiment les Hutus, mais disons, ce sont les Hutus. Ils ont chassé les Tutsis. Et le Congo a récupéré, a accueilli ces Tutsis
le long de la frontière. Ils étaient essentiellement à Goma, Bukavu, etc. Et lorsque le président Kayibanda Hutu était au pouvoir, il voyait cette situation de mauvais œil. D'où ses relations avec le président Kagame, le président Kasavubu, n'étaient pas des meilleures. Et lorsque le président Mobutu est arrivé, il a trouvé la même situation. Et à l'avènement du président Habyarimana, il y a eu un dialogue de maturité entre les deux chefs d'État qui ont abouti à quelques résultats, à savoir éloigner les Tutsis de la frontière parce qu'ils étaient perçus comme un danger de déstabilisation du pouvoir Hutu, d'où ils ont quitté, ils ont été évacués de cette partie-là. Ensuite, le Congo devait donner de garanties pour que aucune action armée ou politique ne parte du Congo contre le pouvoir Hutu. En contrepartie, le Congo a obtenu que rien ne parte du Rwanda et qu'aucun criminel ne s'en foute par le Rwanda. Souvenez-vous de l'époque de l'épisode Scram. Il est passé par là. C'était à l'époque de Kayibanda. Sandra? Monsieur André Alain Atundu, le Congo a 9 voisins. On a besoin de citer tous ces voisins ici. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul pays, le Rwanda, qui pose toujours des problèmes? Est-ce que je peux poser la question de façon plus sociologique, si je puis ainsi dire? Le Congo a 9 voisins. Ici, chez nos voisins de Brazzaville, nous avons eu des premiers ministres, des présidents d'assemblée originaires du Congo. Quel Congo-Kinshasa? Congo-Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas de frontière ethnologique. Nous sommes un même peuple. Vous allez à l'Équateur, il n'y a pas de frontière ethnologique entre les Mbandi du Congo et les Mbandi de Centrafrique. D'ailleurs, souvenez-vous, on disait de temps en temps que Mobutu était Mbandi, Bokassa était Mobutu était centrafricain, Bokassa était congolais. C'est pour vous dire que nous allons au Katanga, les Bemba, qui sont en Zambie et en même temps les Montiaves et tout ça. Vous venez ici, c'est la même chose. Mais pourquoi seulement dans cette partie du continent ou de la sous-région? Je pense qu'ils doivent passer par l'impératif de la vérité sur leurs relations. Ils doivent se définir exactement qui sont-ils. Donc quand vous parlez de la vérité des relations, excusez-moi, monsieur André Alain Atundu, quand vous parlez de la vérité de leurs relations, vous estimez qu'aujourd'hui il n'y a pas de transparence dans les relations? L'impératif de vérité, parce qu'on ne peut pas s'entendre si on ne connaît pas exactement ce que l'on est et si on ne sait pas sur quoi s'entendre. Je vous ai donné le cas. Ici, nous avons connu les Bazombo. Ils sont de l'Angola et nous avons connu Songololo comme camp des réfugiés angolais. Ils sont partis. Pourquoi? Donc, il y a cet impératif de vérité. De la vérité historique, il faut retenir qu'aucun mouvement rwandais n'est arrivé au Congo sans l'accord des autorités coutumières, disons, du Congo. Ça c'est à l'époque, Non, parce que l'histoire peut l'expliquer. D'accord. En 1930, pour avoir la mission d'immigration rwandaise, on a donné à l'époque à peu près 100 000 francs belges,
C'est ce qu'il avait demandé, mais on lui a donné 30 000, à Mwami, j'oublie le nom, Mwami Kalinda, je crois. Ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas accueillir un étranger sans l'accord des habitants, des autochtones. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui le dit, et que le président Fouette Boigny rappelait souvent, on ne peut pas traverser un village africain paisiblement si on n'est pas accompagné d'un habitant du village. Monsieur Facundo, Oscar Bal disait tout à l'heure dans la présentation, vous avez travaillé comme ambassadeur de la République du Zaïre Oui. Au Rwanda. Pourquoi les relations entre les deux pays évoluent toujours en dents de scie? Et cela ne date pas d'hier. Du temps de Kayibanda, c'est parce que il n'avait pas trouvé un intérêt d'entente de sécurité réciproque. Le Congo se méfiait du Rwanda parce que tous les mouvements contre nous provenaient de là ou s'enfuyaient par là. Eux, le Rwanda, ils se méfiaient du Congo parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais, tôt ou tard, ils vont amener les Tutsis nous renverser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape Habyarimana Mobutu. Ils ont eu ce gentleman agreement et le résultat, c'est que au-delà... C'était de bonnes relations. Oui, il faut les noter quand même. De bonnes relations sur un fond d'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est conceptualisé dans l'organisation CPG. C'est là que nous avons un intérêt commun. C'est une organisation économique, mais dont les motivations sont politiques. Lisez dans les préambules, c'est pour diminuer la méfiance entre les peuples, c'est pour consolider les relations entre les peuples que nous avons créé la CPGL. Et grâce à la CPGL, un Congolais pouvait circuler au Rwanda, au Burundi, avec une pièce d'identité, et réciproquement, nous commencions l'exploitation du gaz méthane ensemble, nous avions des sociétés d'électricité ensemble, nous avions une vision commune de vivre ensemble. Cette vision s'est rompue. C'est rompu par le fait de l'histoire avec l'arrivée de Musée grâce aux Rwandais. Musée a pris le pouvoir grâce aux Rwandais et un malentendu est intervenu entre eux. En 98. Il les a remerciés et depuis lors, nos relations et ça a provoqué sont de plus en plus difficiles. Ça a provoqué la guerre d'agression et à cette époque, Musée a appelé à une mobilisation générale, comme aujourd'hui on en appelle une mobilisation générale. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses? Parce qu'aujourd'hui, on invite la population à une sorte d'autoprise en charge justement par rapport à cette menace qui pourrait provenir du Rwanda. Vu les circonstances particulières de moment, il est important que la population se mobilise autour de valeurs qui structurent le Congo, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, la défense nationale. Mobiliser, ça veut dire transformer la force populaire en puissance politique de pression. Parce que la population ne peut pas faire la guerre. Mais cette unité est une puissance de pression. C'est en cela qu'il faut faire. Notre population doit manifester pour que ceci soit une pression vis-à-vis de l'Union africaine, vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis des organisations régionales auxquelles nous appartenons, et même vis-à-vis de nos dirigeants. En d'autres mots, vous battez en brèche les images qui circulent dans les réseaux sociaux, sur la toile. Nous voyons, j'ai vu, je ne sais pas si c'est au Rwanda, des élèves en train d'être
à manipuler les armes. Nous avons ces images. Et, comment moi je peux battre en brèche une image? C'est un fait. C'est un fait. Moi, je n'ai pas de point de vue. Parce que vous parlez mobilisation autour des valeurs. Oui. Les valeurs de défense, de l'intégrité. Et dans les valeurs de défense, ceux qui s'estiment capables de porter les armes, ils doivent passer dans l'armée. Parce que la guerre est une affaire de techniciens. Voyez ce qui se passe en Ukraine. On nous dit qu'il y a eu des bombardements russes, etc., et autant de morts civiles dans les affrontements. Mais on oublie de nous rappeler qu'auparavant, on avait distribué des armes aux populations civiles. Donc, avoir une arme, ce n'est pas nécessairement une force, si vous ne savez pas l'employer. Voilà pourquoi il faut préparer la population à intégrer les forces de défense pour qu'ils sachent comment attaquer, comment se défendre, comment défendre le pays. Sinon, vous les envoyez à la mort, à la boucherie. Et vous savez que un objectif stratégique ne tient pas compte des pertes en vie humaine, en matériel. Monsieur Atundu, au regard de la situation actuelle, Kinshasa qui accuse le Rwanda d'attaquer sur son sol et le Rwanda qui dément, qui nie toute implication, toute action militaire en République démocratique du Congo, peut-on dire que nous sommes en guerre avec le Rwanda? Non. Nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda, même si l'esprit de guerre est dans nos populations. Parce qu'une guerre, c'est un acte de grande responsabilité politique qu'on ne prend pas par saute d'humeur. Et voilà pourquoi notre Constitution a encadré l'opération de déclaration de guerre. Il faut que le président discute d'une ordonnance à ce sujet au sein du Conseil. Si le Conseil est d'accord, le président consulte le Conseil supérieur de la défense. S'ils sont d'accord, le président demande l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. S'ils sont d'accord, alors le président fait un message à la nation pour expliquer que nous sommes en guerre. Voilà, donc c'est une grande procédure. Et pour prendre cette décision, il faut faire des études préalables, il faut impliquer les services de renseignement. Il faut impliquer les services de renseignement, il faut impliquer les services de protection civile, les services de défense. C'est toute une opération qui doit se préparer, parce que attaquer ne signifie rien si la réplique vous anéantit. Et le Rwanda s'est dit prêt à riposter en cas d'attaque. Ça, ce sont des déclarations du ministre des Affaires étrangères. Mais ça, c'est la profession de foi de chaque État. Si nous sommes attaqués, nous estimons que nous sommes attaqués par le Rwanda, nous avons l'obligation morale de riposter, même sans déclarer la guerre. Monsieur André Alain Atundu, un politicien congolais dont j'étais expressément le nom a dit les M23, les rebelles du M23, c'est l'habit, mais les corps, c'est le Rwanda. L'histoire peut confirmer cette affirmation. L'histoire peut le confirmer. Parce que le M23 est venu du Rwanda, a été vaincu, oui, défait par l'armée congolaise, a continué à végéter à la frontière, c'est-à-dire avec un arrière comme espace de répit, le Rwanda, et les responsables, c'est pas Papané à Kigali et tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont soutenus par le Rwanda? Pour être logiquement, est-ce qu'ils sont soutenus par le Rwanda? Non, donc logiquement, le M23 ne peut pas ressusciter de soi-même. Il doit y avoir une assistance. Logiquement,
le M23 ne peut pas mener une action de cette envergure qui est de nature à avoir des répercussions semblables au Rwanda sans au moins prévenir les autorités rwandaises et avoir leur neutralité bienveillante. C'est le moins qu'on puisse dire. La communauté internationale appelle les deux pays au dialogue. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies appellent à l'apaisement et même au rétablissement de la confiance entre les deux parties. Pensez-vous que la diplomatie soit la meilleure option pour les deux pays? Je vous répondrai par la philosophie de gestion des relations de la sous-région, la philosophie du président Museveni. Fight and talk. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se défendre, mais en même temps être capable de mener un dialogue de maturité. Et donc, un dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Un dialogue est un théâtre de rapport de force. Parce que les arguments ont une force. Les faits qu'on apporte ont une force. Donc, notre armée doit continuer à se battre. Notre population doit soutenir, se mobiliser pour entretenir la combativité de nos troupes, notamment par l'unité. Notre classe politique doit contribuer à entretenir la combativité de notre force par la synergie de leurs positions. Il y a des cadres pour, disons, il y a des principes pour mener ce genre d'opération, malgré les divergences éventuelles. Il faut que le secret soit sauvegardé. Il faut qu'il y ait un cloisonnement, c'est-à-dire, c'est qu'un responsable sait, tous les responsables ne doivent pas le savoir. Et il faudrait maintenir l'unité de commandement, le leadership national sur la conduite des opérations. Monsieur Alain Atundou, je vous comprends bien. Votre chemin... Mais vous avez je n'ai pas terminé de répondre. Terminé. Madame a parlé de l'appel de la communauté internationale. Oui, c'est une profession de foi pour tout membre des Nations Unies. Le Rwanda, le Congo et tant d'autres, nous faisons partie des Nations Unies et donc nous avons l'obligation morale et même statutaire de privilégier le dialogue à la force. Mais le dialogue doit remplir un certain nombre de conditions. La première condition, c'est l'impératif de la vérité des faits. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé entre nous, qu'est-ce que nous nous reprochons. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque vous avez franchi cette étape cruciale, il faut que chacun prenne la décision de ne pas se venger. Vous avez tué mon fils, j'ai tué votre fils, on fait ce qu'on appelle, on signe la paix des braves. Il ne faut pas. Un pacte de non-agression. Troisièmement, non, ne pas se venger. D'accord. C'est-à-dire, supposons, en toute hypothèse, le Rwanda prétend que nous soutenons ses forces, et quand nous nous sommes réunis, il ne doit pas dire, bon, nous aussi, nous allons faire la même chose. Donc, voilà la rénonciation à la vengeance et à l'esprit de vengeance. Alors, le troisième, c'est maintenant la synergie d'action. Les acteurs majeurs doivent poser des actes de maturité et porteurs qui consolident cette détermination de vivre ensemble.
Voilà En tout cas, pourquoi c'est un idéal. C'est non, vraiment un c'est idéal. pas un idéal. C'est un idéal Voilà à terme parce pourquoi que- nous sommes ensemble dans la CPGL, nous sommes dans la CIRGL, nous sommes dans la communauté des États de l'Est. Et nous partageons toutes ces communautés sous-régionales ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la sincérité dans les relations entre États, notamment les pays membres? Moi, je de- ne de connais sous-région? pas de relations sincères entre États. Des Pas relations inexistées. loyales. C'est-à-dire, vous prenez un certain nombre de principes que vous êtes tenu de respecter. C'est ça qui compte dans les relations entre États. Mais sincérité, c'est un élan de cœur. Non. Quelqu'un a dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors qu'est-ce que vous diriez, peut-être avant qu'Anaziel ne vous pose cette autre question? Il y a des Congolais qui suggèrent la construction des murs pour un mur de séparation entre le Rwanda et la RDC pour mettre fin à tout à ce D'abord, conflit. Ce n'est pas une révélation. En Israël, je crois qu'il y a une partie du mur. Trump, souvenez-vous. Hein, et ici, c'est même la deuxième fois. Il y avait quelqu'un qui avait. Mais la véritable source de la guerre ou des tensions, ce sont nos cœurs et nos esprits. Si nous n'avons pas l'esprit de paix, de construire, de concevoir le monde ensemble, pensez-vous qu'un mur est un obstacle infranchissable? Les gens qui vont voler chez vous, vous avez un mur, n'est-ce pas, de la parcelle, vous avez le mur de la maison, mais ils entrent. C'est pour cela que j'ai dit, l'impératif de vérité est important pour... Quand vous parlez de l'impératif de vérité, à quoi vous faites allusion justement? Parce que Ça revient à leitmotiv, hein, ça fait 3 fois que vous revenez sur ça. C'est un leitmotiv, c'est un principe pour rendre le dialogue mûr et supposons. Allez, je prends un exemple. Vous avez courtisé ma femme. Et vous découvrez que moi aussi j'ai courtisé votre femme. On s'est battu, etc. Nous connaissons la vérité. Et nous prenons l'engagement chacun de ne pas nous venger, c'est-à-dire de ne plus continuer ce genre de relation. Et nous prenons l'engagement, puisque nous sommes chrétiens, nous allons nous confesser, nous allons partir en messe ensemble, nous allons faire partie des familles chrétiennes. Voilà un exemple religieux ou social d'un comportement répréhensible. Donc la vérité, il faut connaître les faits. Pourquoi le Rwanda nous en veut? Il faut savoir. Et d'après vous, justement, il faut savoir. Et Il faut d'après savoir vous, pourquoi le Rwanda nous en veut. Il faut savoir pourquoi. et d'après vous, c'est pour des raisons économiques, sociales. Demander au service de renseignement. Demander. Et vous avez travaillé dans les renseignements justement. Mais je ne suis pas partisan de la transparence médiatique. Ça veut dire? Tout ne doit pas se dire sur la place publique et tout le monde ne doit pas savoir ce qui est de l'intérêt du pays. Est-ce que Le vous monde allait mieux Oui. parce que tout le monde ne savait pas ce que faisaient les dirigeants pour garantir la paix et le bon voisinage. Vous avez dit que ça fait plus de 30 ans que ces conflits continuent à perdurer, existent. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, les pays de la sous-région, j'ai fait allusion ici au Rwanda et à la RDC, parce que ce sont des relations toujours en dents d'ici. Aujourd'hui, on s'entend. Vous savez, il y a un certain temps, c'était le Burundi qui était l'enfant terrible. Ouais. Dans la CPGL, c'était le Burundi qui était l'enfant terrible. Et aujourd'hui, Donc, les choses évoluent. Hein, les choses évoluent. Il faut concevoir l'avenir de la sous-région, son développement, ensemble. Si quelqu'un veut tricher, voilà la source de problème. quand vous dites ensemble, ça veut dire quoi? Non, ensemble, la synergie d'action. Aujourd'hui, nous avons du coltan chez nous. Oui. Nous avons du coltan. Qu'on exporte par le Rwanda, ce n'est pas un secret. Il faut l'exploiter ensemble. Non. Il faut mettre un cadre d'exploitation. S'ils veulent l'exploiter chez nous, ils viennent, ils obtiennent toutes les autorisations, ils exploitent, ils nous payent ce qu'ils nous doivent, ils exportent,
en payant aussi. Plutôt que de venir frauduleusement exploiter le coltan sous prétexte de venir protéger ses congénères en danger. Monsieur Atundo, au stade actuel, peut-on dire que les ponts se sont vraiment rompus entre Kinshasa et Kigali? Je ne pense pas. Même pendant la guerre mondiale, il y avait des relations entre les Alliés et les Allemands. Donc les ponts ne sont pas rompus. D'autant plus que les problèmes, c'est au niveau des dirigeants qui doivent construire des relations de confiance. Parce que le peuple n'a que faire. Aller à Goma. Chaque matin, les Congolais quittent Goma pour aller à Kigali, par exemple. et inversement. Et je peux même vous narrer une anecdote que le président Habyarimana m'avait racontée. Le Rwanda avait invité, le président Habyarimana avait invité le ministre kenyan des Affaires du Tourisme au Rwanda. Et donc, il a donné une équipe pour l'amener voir les gorilles de montagne. Arrivé sur place, les guides lui ont dit, attendez une minute, nous allons les repérer. Et pendant qu'ils allaient les repérer, le ministre sent des craquements, des gens qui passent. Il avait peur, il pensait que c'était des gorilles. Et quelle était la conclusion du président Habyarimana? Et d'ailleurs la conclusion, ça, c'est la CPG réelle. C'est-à-dire, ce qui vient du Congo passe clandestinement au Rwanda, et ce qui vient du Rwanda passe clandestinement. Voilà pourquoi il est important d'encadrer nos relations pour éviter de malentendus tragiques de ce genre. Et puisque nous parlons de la mobilisation générale autour des forces armées de la République, quel comportement adopter par la population congolaise? La mobilisation, c'est un appel aux citoyens. Donc il faut qu'il y ait un ordre de mobilisation. Les citoyens qui veulent combattre au Rwanda doivent s'inscrire, ceux de Tchango à Kibumango, ceux de Kinshasa au camp Kokolo. Comme ça, l'armée, les responsables peuvent construire une force efficace. Il ne s'agit pas pour la mobilisation, ne veut pas dire, voilà, Congolais franchissent la frontière, n'importe comment. Comme on a vu, ils sont en cas de légitime défense. Et vous risquez de mener les gens à l'abattoir en toute inconscience. Mais à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, il y a eu cet appel à la mobilisation. Mais ce n'était pas une traversée individuelle. Les forces d'autodéfense populaire, beaucoup de jeunes gens. Mais ça signifie une organisation. Force d'autodéfense populaire. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui mène le combat. Il faut organiser notre mobilisation. Donc vous voulez un caractère solennel de cette mobilisation? Non, il faut que nous puissions mobiliser les gens. Ça veut dire quoi? Reprendre, appeler un supplément de force pour porter, appuyer et renforcer notre présence et notre puissance de combat. Si vous acceptez d'aller vous battre au Rwanda, il ne suffit pas de jeter le costume et de porter l'uniforme. Il faut passer par le camp Tchatchi. Qu'on vous dise au moins comment on marche. Quand vous êtes à plusieurs, comment on se bat? Quand vous êtes à plusieurs pour vous battre, qui est le commandant? Quelle attitude vis-à-vis du commandant? Quelle discipline? C'est ça, la mobilisation générale. Ce n'est pas un élan de cœur. C'est la construction, ou mieux la transformation d'une force brutale en puissance de combat. Et c'est ce qu'il faut faire pour le moment. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Nous devons nous organiser.
devons avoir des centres de recrutement pour préparer les gens qui veulent aller. Est-ce que ce genre ne risque pas, demain après-demain, d'être aussi une source d'insécurité, par exemple, comme on le voit en Centrafrique avec la Séléka, qui, tard, sont devenus une source d'insécurité pour le pays? Rassurez-vous, toutes les hypothèses tragiques n'arrivent pas. Pour l'instant, nous nous mobilisons pour défendre notre pays, pour contribuer à la défense de notre pays. Nous avons l'obligation morale de faire appel à toutes les personnes aptes, soit dans l'armée, soit dans la défense civile, soit dans la protection civile. Voilà les 3 secteurs de mobilisation. Même au niveau des réservistes. Même les diplomates, Voilà. ils doivent aussi être mobilisés. Non pas sur le terrain, le théâtre des opérations, mais dans les ambassades, dans les rencontres, etc. C'est ça la mobilisation. À vous entendre parler, il faut une diplomatie donc agissante pendant que les militaires sont au front, n'est-ce pas? Si jamais... La mobilisation est une nécessité nationale aujourd'hui. Chacun dans son domaine doit se battre pour l'unité du pays, doit se battre pour repousser les agresseurs. Si vous êtes aux Nations Unies, ambassadeur du Congo, battez-vous là-bas. Trouvez les résolutions nécessaires, les alliés nécessaires pour repousser les agresseurs. Ne quittez pas les Nations Unies et venir vous faire tuer à Goma. Vous n'aurez servi à rien. Alors comment arriver à capter cet élan national? Parce que Goma, c'est quand même à plus de 2000 km de Kinshasa. Quand vous allez dans d'autres coins de la République, c'est comme s'ils ne ressentent pas ce que vivent les habitants de Goma. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. Goma, c'est le Congo. La mobilisation doit concerner aussi les, comment on les appelle, les gomatraciens. Voilà. La mobilisation, la condition essentielle de son efficacité, c'est son organisation à fin d'action sur le terrain. Voilà pourquoi on dit le gouvernement doit se mobiliser, c'est-à-dire dans tous les champs où un ministre se trouve, il doit parler de la légitimité de notre situation et de la nécessité de repousser et avoir des alliances à cet effet. Mobilisation à tous les niveaux, même au niveau des services de renseignement. Prioritairement. Vous ne pouvez pas commencer une guerre sans avoir préparé les services de renseignement, militaires, civils et même l'administration. Pourquoi c'est important? Parce que une guerre, elle n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas parce que vous portez une arme que vous êtes capable de tuer. Il faut avoir la psychologie. Je me souviens, dans les années où j'étais en France, chaque mercredi, j'allais m'entraîner au tir dans une base française. Eh bien, pour tirer de façon instinctive, c'est-à-dire vous avez un revolver, vous tirez. Que me disait mon instructeur? Imaginez quelqu'un que vous haïssez pour la battre. C'est-à-dire qu'il faut préparer, mobiliser votre psychologie, votre intellect en fonction de l'objectif. Donc si vous allez vous battre sans savoir pourquoi, vous allez fuir. Il faut savoir pourquoi vous vous battez. Si cela implique le sacrifice de votre vie, vous le ferez. Je vois ici, nous sommes mobilisés. Bon. Est-ce que dans les quartiers, il y a des rassemblements organisés pour expliquer les gens le sens de cette mobilisation? C'est aussi ça le problème. On parle de la mobilisation, mais le Congolais ne comprennent pas tellement cette mobilisation. Nous devons traverser
la frontière pour nous battre avec le Rwandais. Comment ça doit se faire justement, cette mobilisation dont on parle? Bon, c'est la tendance guerre, justement. La guerre, c'est une affaire de spécialistes. Si vous avez l'âme combattante, allez à l'état-major, demandez, posez la question, où dois-je m'inscrire pour participer à la guerre? C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà, c'est comme ça. Donc quand on parle de la mobilisation, c'est une formule conceptuelle d'une réalité beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire, certainement, notre état-major est en train de recruter les gens. Mais serait-ce que pour remplacer les troupes, pour renforcer les troupes. Puisque vous parlez de la défense de l'intégrité territoriale, vous avez dit que c'est une affaire de tous, nous devons nous mobiliser, n'est-ce pas? Mais ne pensez-vous pas qu'il faille, déjà dans les promotions de recrutement au niveau des universités, comme ça s'est fait sous d'autres cieux, qu'on puisse initier déjà les étudiants, par exemple au maniement des armes ou au La régiment, mobilisation est militaire. une opération spécifique. La formation militaire des étudiants, c'est une autre réalité. Même paramilitaire. Vous en connaissez le coût? Amener chaque année tous les finalistes du Congo faire 1 an de service militaire, Ils se ça a un solidarisent coût- hein, ça a avec un les coût- maniements des armes. Ça a un coût énorme. Nous qui sommes passés par l'armée, jusqu'à présent ne sommes pas mobilisés. Pourquoi? Ça a un coût énorme. Mobutu avait cette idée, mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas supporter. Mais tout dépend de ce que l'on veut, de ce que l'on cherche. hein. Tout dépend des moyens que l'on met en place, ou des moyens dont on dispose. Il faut d'abord commencer par renforcer la combativité, disons, la force combattante des experts. Il faut d'abord renforcer notre armée avant d'appeler les autres. Donc, équiper notre armée, les préparer aux techniques de combat, etc. avant de vous appeler. Est-ce que vous estimez que le moment est arrivé où les régimes en place doivent consulter tous les vétérans, Depuis toutes les intelligences 1960, pour que cette mobilisation puisse réussir? depuis 1960, depuis que le Congo est une entité unique, cette nécessité existe. Et il n'est pas nécessaire de le proclamer. Si le président me consulte, est-ce qu'il doit le dire? Est-ce que moi je dois le dire? Par exemple, consulter l'ancien président de la République, consulter Je les dis, anciens premiers ministres. est-ce que le président Tshisekedi doit vous dire, j'ai appelé le président Kabila 3 fois aujourd'hui, nous avons discuté de ça, nous avons... Non. Mais vous savez, quand c'est médiatisé, ça se donne un peu de force. Nous avons suivi en France, avec cette histoire, avec la guerre qui se passe en Ukraine, nous avons vu le président Macron consulter Sarkozy, il a appelé François Hollande, les anciens chefs d'État, il a fait appel aux réservistes français Oui. pour avoir une idée comment il faut intervenir en Ukraine. Oui. C'était quand même intéressant, non? Mais c'est une méthode dont l'efficacité n'est pas certaine. Parce que la classe politique réagit. Mais aujourd'hui, je vous dis, pour que nous puissions bien mener cette guerre, nous devons avoir le sens du secret, nous devons avoir le sens de confidentialité, et nous devons avoir le sens de cloisonnement. C'est ça, les conditions d'efficacité. Ce que l'on dit, en général, dans de telles circonstances, on doit dire ce que les gens savent déjà. On ne peut pas révéler les secrets. Monsieur Atundu, nous parlions tout à l'heure des appels au dialogue de la communauté internationale, des organisations de la sous-région. Et si le dialogue, la diplomatie ne suffisent pas, que doit faire la République démocratique du Congo concrètement? En tout état de cause, la République démocratique du Congo doit savoir se battre à armes égales et dialoguer à armes égales. Les deux sont liés
nos forces armées sont un tout petit peu affaiblies. Qui vous a dit ça? Avec les guerres en Ituri, Qui par vous a exemple. dit? Qui vous a dit? Les FARDC les conflits d'Ituri et de Goma, de Beni, du fait de leur longueur, renforcent la combativité et l'endurance de nos troupes. L'exercice de la guerre n'affaiblit pas, au contraire. Et vous pensez que nous sommes capables de nous affronter avec le Rwanda et si jamais il y a affrontement, madame, au cas où la diplomatie, le dialogue ne marche pas. Madame, ceci, la thématique de votre émission, c'est la mobilisation. C'est-à-dire la construction d'un cadre capable de canaliser toutes les énergies du Congo. Pour cela, il faut éviter les divergences inutiles, des doutes pernicieux, une division du leadership dans la conduite de la guerre. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous avez des doutes, le secret, la confidentialité et le cloisonnement, allez à l'état-major, posez-leur la question. Monsieur le général Mbala, est-ce que notre armée a... Il verra s'il doit vous le dire. Parce que quand on vous dit un secret, il faut être capable de le porter. Moi, je ne peux pas vous dire. Vous savez, le Congo a la bombe atomique, mais nous attendons. Non, vous allez le dire. Monsieur l'ambassadeur André Atundu, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. J'ai remarqué chaque fois qu'il y a tension, il y a résurgence de conflits entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda brandit toujours les prétextes, entre guillemets, des Interahamwe, des FDLR qui sont au Congo et qui construisent une base arrière qui puisse menacer les régimes en place. Et ça passe vite au niveau de la communauté internationale. Toute guerre. À part, la RDC poursuit les M23, à part quel est le théâtre de rapport de force, mais toute guerre est une guerre de communication. Il faut communiquer. Aujourd'hui, je prends un cas. Il est entendu que le Rwanda nous attaque. Et il y a un camp qui a été attaqué. Kibumba, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous, de la presse, vous avez fait? Mais il faut établir un lien entre cet acte ignoble et la prochaine visite du pape, la prochaine visite du couple belge. C'est à nous de... Donc c'est une guerre de communication. Ça fait partie de la confidentialité aussi. Il faut concevoir la façon de présenter les faits à votre avantage. C'est ça la communication. Donc, nous sommes dans les stratégies de communication. Et que vous considérez comme étant de la confidentialité. Ouais. De là, les secrets d'État en même temps aussi. Non, c'est d'abord un principe général de la vie. Le secret, la confidentialité et le cloisonnement. Ce que vous faites ici, celui qui est sur le terrain, pour le reportage, ne doit pas le savoir. Valérie Sandra Naziela, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Moi qui vous ai... Juste une dernière question, monsieur Atundu. Jusqu'où peut aller ce conflit, cette crise, cette escalade entre Kinshasa et Kigali? Jusqu'où? Jusqu'à son dénouement. Et son dénouement dépend de notre volonté de vivre ensemble. La solution de ce conflit ne sera pas militaire. Je n'oublie pas que Mme Bita a dit qu'il faut répondre aux provocations. Oui,
il faut répondre. Mais il ne faut pas négliger les autres supports. Vous parlez souvent que vous parlez avec émotion et une certaine peur de lobby Tutsi. Et créer un lobby congolais. Créer un lobby congolais. Nous avons autant de partenaires traditionnels qui ont plus d'intérêt à nous voir prospérer qu'à voir le Rwanda. Donc créer un lobby. André Aléa Tundu, c'est de la confidentialité, c'est parmi les stratégies. Il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons vous retrouver dans nos prochains numéros, à moins que vous ayez un message à passer. Le message, c'est toute l'émission. Nous ne devons pas réagir avec le cœur, en passant par nos populations. Nous devons réagir par l'intelligence. Parce que la guerre est une activité intelligente. La guerre. Et donc, si quelqu'un vous attaque, probablement il s'est préparé. Et il sait comment vous allez réagir. Mais vous, avant de réagir, il faut essayer de comprendre ses intentions et mettre la puissance qu'il faut pour l'étouffer dans l'œuf. Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe, nous vous disons sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez daigné accorder à ces magazines. Merci à Valérie Sandra Nazieda. Merci à l'ambassadeur André Alain Atundu. Je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur d'Isaïr au Rwanda. C'était vers les années de 87 à 88. Et en même temps, vous avez été un officier des renseignements. Mais je voudrais compléter en disant... De sécurité extérieure, oui. En disant que je comprends, moi, la fureur de nos populations. Parce que la vision stratégique n'est pas à la portée de tout le monde. Donc nous devons canaliser cette fureur, transformer cette fureur brutale en une puissance de combat. C'est légitime, c'est vraiment légitime. Rendez-vous au prochain numéro. Merci.